Cette semaine, à Hockey le Magazine, on a le plaisir de rencontrer Marie-Philippe Poulain de l'Organisation des Canadiens de Montréal et également championne olympique. On s'entretient pour une première fois avec Stéphane Fournier de Accès Physio et Éric Dupont et Pierre Gervais discutent de patins et des nouvelles tendances pour cette année 2022-2023. Hockey le Magazine, c'est parti! Hockey le Magazine vous est présenté par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey. Et par le livre de Pierre Gervais, Au cœur du vestiaire. En vente partout, dès le 21 novembre. En août dernier, l'équipe de Hockey le Magazine a eu le plaisir de s'entretenir avec Marie-Philippe Poulain, qui est bien sûr revenue sur toute la carrière qu'elle a eue au fil des dernières années, mais également qui s'est projetée sur ce qui arrive pour elle au cours des prochaines saisons, notamment maintenant, on le sait, avec l'Organisation du Canadien de Montréal. De pouvoir partager la passion, mais vraiment de leur dire de rêver grand, puis jamais que tout est possible. Quand tu mets le travail, quand tu es passionné, quand tu t'amuses dans tout ça, je pense qu'il n'y a rien qui peut pas t'arriver dans tout ça. Puis à travers tout ça, c'est vraiment de t'entourer de bonnes personnes. Je pense qu'à la fin de la journée, quand tu as un rêve, puis tu as des bonnes personnes alentour de toi qui t'encouragent à y arriver, je pense que c'est un très bon mix des deux. Cette année, ça a été une année assez mouvementée, je veux pas. Je pense que le championnat mondial qu'on a gagné avant les Olympiques, les derniers championnats qu'on vient de gagner, c'est avec 3 médailles d'or, avec la position avec les Canadiens de Montréal aussi. Je pense que tout ça ensemble, c'est gros quand j'y pense. Puis je suis très chanceuse. Je pense que dans tout ça, c'est merveilleux. Je fais ce que j'aime le plus au monde, de jouer au hockey, puis de voir aussi faire partie d'organisations les plus reconnues, c'est quelque chose qui est encore plus très spécial. C'est très le fun. Mais je pense que le fait qu'ils ont mis quelque chose en place pour moi, que ce soit à temps partiel, que je peux continuer à être une athlète, je peux continuer à m'entraîner, mais aussi être impliquée du côté des Canadiens, je pense que c'est un mix que je pouvais pas dire non. C'est vraiment incroyable comme opportunité puis pour moi de pouvoir continuer à jouer, mais aussi avoir un œil différent en tant que coach, de voir les joueurs, de pouvoir les regarder. C'est quelque chose qui m'attire éventuellement dans mon futur, dans mon autre carrière. Fait que, tu sais, dans tout ça, je pense que c'est un pas dans la bonne direction de où que je vais en aller après ma carrière de joueuse. Tu sais, je savais que les Canadiens de Montréal, c'était gros, mais je pense que j'ai raison encore plus quand tu es là-bas dans le camp des recrues. Puis de pouvoir être sur la glace avec les recrues, c'est quelque chose qui est incroyable aussi. Tu sais, l'organisation, comment c'est fait, comment c'est géré. Tu sais, pour moi, sur la glace, tu sais, je suis l'entraîneur, mais tu sais, je vois l'entraîneur des skills qui le démontrent différents skills. Puis tu sais, moi, dans ma tête, je veux l'essayer, je veux être là, puis je veux le parler aussi. Fait que tu sais, vraiment, tout ça ensemble, c'est vraiment incroyable. Puis très contente, très excitée de pouvoir continuer puis apprendre davantage. Tu sais, ça fait plusieurs années que je suis joueuse de hockey, mais je sais que je vais apprendre davantage. Je suis pas là pour dire quoi faire et tout, mais je pense que ça va être du donnant-donnant. Ça va être un two-way street, on peut dire, puis de pouvoir partager notre passion. Ouais, c'est sûr que ça a été intimidant au début, je ne mentirais pas les premiers temps, mais je pense que plus la journée avançait, plus les jours avançaient, tu voyais que les gars étaient plus confortables à me parler, puis moi aussi, c'était les deux aussi. Puis pour moi, je me sentais un petit peu plus confortable aussi. Puis je pense que les journées, les semaines vont avancer, je vais me sentir un petit peu mieux aussi dans cette position-là, puis je vais apprendre davantage. Puis je pense que c'était vraiment une belle opportunité, une belle première expérience avec les Canadiens. La dernière année a été vraiment magnifique pour le Hockey Canada du côté féminin, que ce soit aussi moins de 18 ans, ils ont gagné le championnat. Je pense que depuis 2018, quand on a perdu cette médaille olympique-là, elle a fait mal, mais je pense que ça a vraiment tourné pour le mieux pour ce programme-là. Je pense que du côté de l'équipe, on est vraiment connectés, on est vraiment ensemble à chaque fois. Puis tu vois vraiment le plus de filles qui veulent commencer à jouer au hockey, le plus qui sont attachées à nous tous, avec Sarah Nurse, avec le cover de NHL, tu vois le plus que tu le vois, le plus que les petites filles veulent l'être. Puis je pense que pour nous, on croit beaucoup ensemble à ça. Quand tu le vois, quand tu peux leur parler, quand tu peux les approcher, je pense qu'en tant que petite fille, quand tu as la chance de pouvoir parler avec des spooners, des daou, des nurses, quand tu as la connexion là, je pense que ça leur permet de rêver encore plus grand et de pouvoir peut-être faire partie de cette équipe-là un jour. Là. Tu vois le plus de femmes dans le hockey du côté de la Ligue nationale. Puis je pense que tu réalises aussi que ce soit une femme, un homme, si tu as la connaissance du hockey, ça n'a pas rapport à que ce soit une femme ou un homme. Je pense que c'est quelque chose que, éventuellement, on veut mettre ça en place. Puis tu vois de plus en plus que c'est la réalité. Puis je pense que plusieurs femmes ont été engagées de cette façon-là. Puis je pense que tu vois qu'on le mérite. Puis les femmes prennent plus de place dans le côté. Puis c'est non seulement à cause qu'on est une femme, mais je pense que juste la connaissance du hockey, ça fait en sorte qu'on est
on a cette capacité-là de faire partie de ces équipes-là. On va recommencer à s'entraîner. On va avoir une série rivalité contre les Américaines au mois de novembre, au mois de décembre. Puis, on va être ici à s'entraîner. On va faire partie de l'association du PWHPA. On va avoir quelques showcases qui vont arriver aussi à Montréal, à Halifax. Alors, tout ça ensemble avec les Canadiens. Fait que je pense qu'on va mettre une petite cédule en place puis on va aller de l'avant. On est de retour chez Collègue Édition cette semaine pour la question de la semaine avec Pierre. Et Pierre, cette semaine, on revient sur les Golden Knights de Vegas, une équipe qui s'est amenée dans la Ligue nationale de hockey en 2017-2018. Évidemment, c'est une histoire très récente, mais elle est tellement arrivée avec fracas dans la Ligue nationale que je suis presque certain que le marché des cartes de hockey a dû suivre à l'époque et a embarqué dans l'engouement des Golden Knights. Absolument. Il y a eu un engouement incroyable pour les cartes des Golden Knights. Il faut dire que leur uniforme il était populaire. Ça fait des belles cartes avec des bouts d'équipement dessus. Et je pense que Marc-André Fleury était déjà un joueur populaire au Québec et dans le hobby. Alors, ça l'a vraiment aidé. Là. Et un autre aussi qui a eu un bon marché de revente, tu nous parlais, c'est Nick Suzuki aussi, je crois. Oui, je trouve ça intéressant parce qu'il y a certaines de ces cartes recrues qui est dans l'uniforme des Golden Knights, même si je pense qu'il n'a pas joué de match vraiment en saison avec eux autres. Alors, je parlais de la Draft Day Marks, qui est une carte recrue ultra populaire, qui sont limitées sur 35 avec le nom qui est signé. Mais c'est pas avec les Canadiens. C'est triste, mais c'est avec les Golden Knights. Ça risque dans quelques années d'être une des rares choses qu'on peut voir de Nick Suzuki avec l'uniforme des Golden Knights, parce que comme tu l'as dit, il n'a jamais joué finalement avec cette Exactement. équipe. La plupart de ces autres cartes recrues que vous allez trouver en 2019-2020, c'est avec les Canadiens. Et pour notre question de la semaine, on s'intéresse donc cette semaine aux Golden Knights de Vegas en se demandant, lors de leur saison inaugurale de 2017-2018, combien de cartes différentes ont été produites par Upper Deck concernant cette nouvelle équipe. A. 1135 cartes, B. 689 ou C. 361. La réponse après la pause. On se demandait avant la pause combien de cartes des Golden Knights de Vegas ont été produites en 2017-2018 lors de leur saison inaugurale. La réponse est A, 1135 cartes. Et évidemment, ça, Pierre, c'est un nombre assez élevé. Ça représente un peu ce dont on parlait de l'intérêt qu'il y avait eu à l'époque. J'ai deux questions pour toi. De un, est-ce que l'intérêt s'est essoufflé depuis un peu? Et de deux, est-ce que tu sens la même chose pour le Kraken de Seattle dans les années récentes ou c'est différent un peu? Je te dirais, l'intérêt est quand même resté. Il faut dire qu'ils ont vraiment performé en série. Ça l'a grandement aidé à faire vendre des cartes de Marc-André Fleury ainsi que toute la joyeuse bande de Luron. Ouais. Et pour ce qui est du Kraken, c'était vraiment différent parce que je pense que les gens sont restés sur leur faim quand il y a eu le repêchage d'expansion. Il n'y a pas eu vraiment de super vedette. Ouais. Ça n'a pas vraiment suivi. Il y a vraiment beaucoup moins d'intérêt pour les cartes du Kraken en ce moment. On va voir cette année avec Shane Wright s'il joue, qu'est-ce que ça va donner, mais sinon... Ouais, il n'y a pas eu de George McPhee pour les Kraken de Seattle. Il n'y a pas eu l'architecte qui a construit cette équipe-là pour les Golden Knights. Merci beaucoup, Pierre. Merci. La chronique Physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. On est à Hockey le magazine encore une fois cette saison chez Accès Physio. Vous reconnaissez l'homme à ma droite, Stéphane Fournier, qui est de retour avec nous pour une deuxième saison. D'abord, merci d'être là, Stéphane, à nouveau cette année. C'est un plaisir de collaborer avec toi, Jasmin, que j'ai traité quand tu avais 6 ans. Ça remonte à il y a quelques années quand même. Toujours un plaisir de te retrouver et de se parler de blessures de hockey, là, une passion pour nous. Il y a plusieurs sujets élaborés au cours de la saison, plusieurs chroniques. La première qu'on a cette semaine, c'est les approches thérapeutiques. Parce que, évidemment, pour le commun des mortels, parfois quand on a une blessure au hockey, les moyens de traiter cette blessure-là sont évidemment nombreux. Toi, tu es spécialisé là-dedans, mais je pense que les gens ont peut-être besoin de savoir un peu quelles sont les options qui sont à leur disposition, parce qu'il y en a énormément des... d'abord, les médecins, évidemment, et les physiothérapeutes en première ligne, mais par la suite, il y en a beaucoup d'autres aussi, des spécialistes. Oui, tout à fait. Ça devient difficile pour les gens, je me mets à leur place un peu, de décider, je vais voir qui? J'ai mal au dos, j'ai mal au cou, j'ai mal au genou, à l'épaule, peu importe. Alors, est-ce que je vais voir un physiothérapeute? Je vais-tu voir mon médecin? Est-ce que je vais voir un ostéopathe, un massothérapeute, un acupuncteur? Fait qu'il y a plusieurs intervenants dans le domaine. Il y a même des ramancheurs, à la limite, là, en région, des gens qui vont voir des personnes qui connaissent dans le village depuis longtemps. C'est ce que j'allais dire, c'est pas un terme officiel, ça, ramancheur. Non, c'est un terme. Dans la littérature, on les retrouve tout à fait. Alors, c'est pas évident pour les gens de faire un choix. Moi, je crois, bien sûr, que l'important pour les personnes qui veulent consulter, c'est la sécurité.
Les professionnels, qu'est-ce qu'un professionnel, Jasmin? C'est un intervenant membre d'un ordre professionnel. Oui, parce qu'il y a le côté des ordres là-dedans aussi qui vient, je dirais pas complexifier la situation, mais qui ajoute un élément à prendre en considération pour un jeune lorsqu'il se blesse, comment il veut se faire traiter et par qui, justement. Bien, c'est ça. L'ordre professionnel, c'est un organisme gouvernemental qui régit les modes de pratique de l'intervenant. Les physiothérapeutes sont membres d'un ordre professionnel, les médecins, bien sûr, les acupuncteurs aussi. Les ostéopathes, les massothérapeutes n'ont pas d'ordre professionnel. Ce que ça fait, en fait, Jasmin, c'est que si le professionnel fait une faute, qui va faire la police? L'ordre professionnel sert à protéger le public. Il s'assure, par exemple, qu'on refait des formations à chaque année pour se tenir à date. Ils viennent faire des inspections dans nos cliniques pour être certain qu'on suit les règles, les plus hauts standards de qualité. Fait que le fait de voir un professionnel de la santé membre d'un ordre professionnel, ça permet une certaine sécurité, une certaine qualité de soins. Stéphane, lorsqu'un jeune se blesse et qu'il vient te voir parfois en première ligne, après parfois être allé voir le médecin, le médecin se dirige vers toi, est-ce qu'à chaque fois, il y a une bonne solution à proposer aux jeunes ou selon différentes choses, tu peux leur proposer différentes formes de traitement avec différents spécialistes? Comment ça fonctionne? Bien, tu sais, Jasmin, il n'y a personne qui a réponse à tout. Ça fait 33 ans que je pratique déjà. Et puis, merci. Et puis, mais j'ai pas réponse à tout. Je vais vouloir collaborer en équipe. C'est ça, la médecine du sport. C'est un travail d'équipe. Le massothérapeute peut aider, l'acupuncteur peut aider, l'ostéopathe peut aider, le physio, bien sûr. Alors, c'est un travail d'équipe. Cependant, qui je vois en premier, en première ligne, si tu as accès à ton médecin de famille, bien sûr, ton médecin de famille doit être au courant de ce qui se passe. C'est l'intervenant de choix. Mais le physiothérapeute est accessible. Je crois qu'il devrait être le premier intervenant à évaluer le problème, établir le plan de traitement, voire aussi guider le retour au jeu, Jasmin. C'est pas tous les intervenants qui sont à l'aise avec les critères de retour au jeu au hockey, par exemple. Ouais. Alors, je trouve que le physio est vraiment ton premier allié. Et justement, en terminant, parlant sur le côté hockey, qu'est-ce qu'un joueur de hockey recherche chez un physiothérapeute, selon toi, pour avoir un bon traitement efficace et qui peut lui permettre de revenir au jeu rapidement? Bien, je pense que de voir un physiothérapeute qui est à l'aise avec le hockey, qui comprend les besoins du joueur de hockey, qui comprend les fameux critères de retour au jeu qu'on a parlé l'an passé. Ouais. Alors, de choisir un physiothérapeute qui a cette expertise-là, qui est à l'aise avec le retour, la progression nécessaire pour performer de façon sécuritaire au hockey, c'est un critère important de choisir quelqu'un qui connaît le sport. Stéphane, on va se revoir tout au long de la saison pour plusieurs autres capsules. Notre prochaine capsule sera d'ailleurs sur la patinoire. Ça va être très intéressant dans quelques semaines. Merci d'être de retour, puis on se retrouve bientôt. Un plaisir, Jasmin. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour à tous, c'est Pierre Gervais pour une deuxième chronique sur les patins en compagnie d'Éric Dupont. Éric, les patins qui est un milieu fascinant. Tout à fait, Pierre. Cette semaine, pour deuxième semaine dans la ligne, comme tu disais, on parle de patins. On va parler entre autres du patin CCM Tacx ASV Pro, de patins sur mesure, puis d'ajustement des patins. Mais avant de parler de tout ça, moi, j'aimerais savoir, dans ta carrière, les joueurs pros, qu'est-ce qu'ils recherchaient dans des patins? Écoute, c'est le confort. Honnêtement, là, le confort des joueurs est très, très important. J'ai Corey Perry avec nous il y a 2 ans, qui avait été avec une compagnie toute sa vie. Puis il avait des problèmes. Il avait des problèmes avec ses orteils, avec ses pieds, qui avait des douleurs, qui étaient inconfortables. Puis un jour, on l'a convaincu d'essayer un autre produit d'une autre compagnie. Puis il a tellement aimé qu'il a pratiqué avec le matin, puis le soir même, il jouait le match. Puis depuis ce temps, il est avec cette compagnie-là. Mais c'est pas dépendamment de la compagnie, ça dépend de chaque... C'est tout du cas par cas, right? Chaque joueur est différent. Donc, lui, ça a bien fité. Il y en a d'autres, ça fitait moins. Il y en a que c'est de l'inverse. Donc, on s'en va avec ça. Donc, le prochain patin, c'est le CCM ASV Pro. Tacx. Oui, tout à fait. Puis c'est la nouvelle évolution de la fameuse série Tacx de CCM qui existe depuis des décennies. C'est le Tacx ASV Pro, comme tu l'as mentionné. C'est vraiment une évolution du Tacx
du Tacx AS3 Pro qu'on avait en magasin depuis quelques années. Donc, encore une fois, une botte en composite, un morceau qui, selon les dires de CCM, est fait encore pour le transfert d'énergie avec la botte monocoque. Des nouveaux changements dans la langue. Ils ont intégré le fameux produit qu'ils utilisent, le D3O, qui est un petit coussinet qui protège, mais qui aussi améliore le confort. Ça, c'est hyper important, ça. Tout à fait. Expérimentation sur les langues, je suis sûr que tu vois dans ta carrière des joueurs, bloquer des lancers, recevoir des rondelles, ça peut faire très mal. Oui. Puis évidemment, sur le patin qu'on a dans les mains, il y a une lame noire, mais c'est une lame en plastique. Donc, sur ce patin-là, tu arrives en magasin, puis avec l'aide d'un spécialiste, tu choisis tes lames. Il y a différents modèles de lames qui sont possibles. Donc, c'est vraiment un patin pas sur mesure, mais que tu peux personnaliser à ton goût en magasin. Mm-hmm. Donc, Éric, maintenant, des patins sur mesure. Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus populaire depuis, je te dirais, 3 ou 4 saisons, 3 ou 4 ans. Tous les fournisseurs, soit Bauer, CCM et True, offrent des patins sur mesure dans certains de nos magasins. Donc, le client arrive en magasin, il veut se faire ajuster un patin qu'on va scanner son pied, tout dépendant de la technologie du fournisseur que j'ai nommé. Puis, le fournisseur va vraiment bâtir un patin sur mesure au pied du joueur. Si jamais il y a des problèmes de confort, des problèmes importants, ou qu'il veut juste se payer un beau cadeau, une paire de patins qui va être très bien ajusté, vraiment, les patins sur mesure, c'est une option qui est vraiment, vraiment intéressante. C'est drôle parce que le dernier joueur que j'ai eu qui n'était pas sur mesure, c'est Andrei Markov. Lui, c'était des patins standards qui arrivaient dans la boîte, puis à son nom. Presque tous les joueurs ont des patins sur mesure maintenant. Puis souvent, la longueur n'est pas pareille. Ça varie d'un quart, d'un demi-pouce des fois. La largeur varie. Encore une fois, c'est extrêmement important. Tout à fait. Un patin plus performant, mais c'est pas donné à tout le monde. C'est quand même un petit peu plus cher qu'un patin qui est en magasin, mais si un patin qui peut se permettre ça vaut vraiment la peine. Tu joues souvent au hockey, là, bien, effectivement. Tout à fait. Puis parlant de patins sur mesure, il y a souvent un aspect qui est peut-être un petit peu, je dirais pas ignoré, mais sous-estimé dans l'ajustement. Comme on parlait un petit peu plus tôt dans une autre chronique, le confort, c'est vraiment, vraiment primordial. T'as beau aimer le patin, le look, t'es attiré par ça, mais il faut que tu t'assures que le patin te fait bien. Puis, on a des tonnes d'accessoires pour aider. Donc, tu ajoutes une semelle comme celle-ci, une semelle Superfit en carbone, puis ça peut faire toute la différence d'un point de vue performance et confort. Exactement. Moi, j'ai des joueurs qui avaient des différentes sortes de semelles, pardon. Et pour eux, c'est cette semelle-là, c'est pas d'autre chose, là. Puis ils tiennent Mordigus. Puis il y a même des joueurs qui arrivaient des Européens qui cette semelle-là, semelle d'Europe. Puis qui venaient avoir cette semelle-là, je commandais la semelle d'Europe. Puis le gars, il était confortable avec ça. Puis ça, comme tu disais tantôt, c'est le principal, c'est la clé du succès. C'est le plus important, exactement ça. C'est exactement ça. Donc, merci, Éric. Ça conclut notre séquence sur les patins. La semaine prochaine, on va parler de bâton, qui est un univers complètement différent, mais aussi important. Bonne semaine à tous. Cette semaine, on a le plaisir de s'entretenir avec Nicolas Roy, attaquant dans la Ligue nationale de hockey, pour revenir un peu sur son parcours au hockey mineur. Nicolas qui a eu un parcours bien particulier en venant d'une région éloignée. On va en reparler. Mais d'abord, Nicolas, je te demanderais tes premiers souvenirs au hockey mineur. Qu'est-ce que c'est? Oui, j'ai tout le temps joué mon hockey mineur à Amos en Abitibi. J'ai tout le temps été, si on peut dire, surclassé avec l'année supérieure. Je suis à 97, puis j'ai tout le temps joué avec le 96. Puis, non, c'est ça, j'ai tout le temps joué à Amos, rendu Bantam 2A. J'ai eu la chance d'aller jouer pour un regroupé à Rouen, mais sinon, là, j'ai joué même mon budget 3 à Amos. Nicolas, j'en parlais, tu viens d'une région éloignée au Québec, l'Abitibi. Parle-moi des défis que ça a représenté lorsque tu étais plus jeune et dans les débuts dans ta carrière au hockey mineur. Oui, exactement. Je pense que le hockey est vraiment très gros en Abitibi. Là. Si tu regardes au niveau de la population, c'est sûr qu'on est beaucoup moins de gens que dans la grande région de Montréal ou de Québec, ou peu importe. Donc, mais je pense qu'on voyait ça comme un défi, qu'on faisait les regroupés, par exemple, l'été, puis qu'on allait jouer dans les tournois contre les différentes régions. Ben, on voulait montrer qu'on était de calibre là-dedans, puis à chaque fois qu'on gagnait une game, ben, c'était gros, si on peut dire. Là, fait qu'on voyait vraiment ça comme un défi. Nicolas, il n'y en a pas eu beaucoup qui ont fait leur chemin de l'Abitibi jusque dans la Ligue nationale de hockey. Tu fais partie de ce groupe-là. Ça doit représenter une belle fierté pour toi de t'être rendu jusque-là, notamment avec un gars comme Jérémy Lauzon, avec qui tu as grandi en Abitibi? Oui, exactement. Je pense que c'est vraiment spécial. Une petite région comme ça, deux gars qui ressortent
dans la Ligue nationale la même année. On a tout le temps joué ensemble, moi et Jay. Puis, comme tu l'as dit, je pense qu'on est un petit peu des exemples pour les jeunes de la région en Abitibi. Puis, on essaie de redonner aussi à la communauté. Puis, je pense que de plus en plus, il y a des bons joueurs qui vont ressortir de l'Abitibi. On en voit qui sont aux juniors majeurs, puis des jeunes relèves aussi. Donc, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de bons joueurs qui vont sortir de là. Nicolas, si on se transporte en 2022, je suis certain qu'à la fin de tes saisons, lorsque tu reviens chez toi en Abitibi, ça doit être assez spécial de voir les gens, de voir la réaction des jeunes joueurs pour qui tu dois être une idole maintenant? Bon, exactement. Tu sais, on le voit quand on est à l'Arena, puis on pratique, que ce soit à Moss ou des fois à Val-d'Or aussi, moi et Jay, c'est sûr qu'il y a souvent des jeunes qui nous regardent puis qui veulent discuter un petit peu avec nous après les pratiques. Donc, c'est vraiment le fun d'avoir la passion que ces jeunes y ont là, puis on essaie de leur transmettre un petit peu notre parcours, puis la passion du hockey, là. Nicolas, à travers tes années dans le hockey mineur, est-ce qu'il y a une saison en particulier qui te revient en tête où vous avez eu une excellente équipe et que ça puisse représenter tes plus beaux souvenirs de réussite comme tel au hockey mineur au Québec? Ouais, je dirais Bantam. Ma première année Bantam, on avait une très, très bonne équipe. C'est sûr qu'on était dans le Bantam 2B, donc on n'était pas dans la meilleure catégorie au niveau provincial, mais on avait tout gagné cette année-là. On avait même été au provincial, puis on avait perdu en finale, je pense. Donc, c'est sûr que c'est tout le temps ça que tu veux, là, gagner avec des coéquipiers puis avoir une belle saison comme ça. Fait que je m'en rappelle, ça a été une année marquante. Nicolas, on sait à quel point le parcours au hockey mineur, ça change une vie pour un jeune. Ça a été quoi l'importance dans tes mots à toi qu'a apporté ce hockey mineur au Québec dans ta vie et dans ta carrière de joueur de hockey? Oui, exactement. Je pense que c'est là que ça commence. C'est là que il faut que tu aies la passion, mais c'est là que tu t'améliores. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des bons entraîneurs qui m'ont poussé, qui m'ont beaucoup aidé. La structure était vraiment, comme je l'ai mentionné, là, très bonne en Abitibi. Donc, c'est là que ça commence. Puis le hockey mineur, je pense qu'en Abitibi, il prend de plus en plus d'ampleur. Donc, je pense que c'est vraiment important de continuer dans cette voie-là. Nicolas, en terminant, si tu avais la chance de parler à une jeune version de toi-même, un jeune Nicolas Roy de l'Abitibi, quel conseil tu pourrais lui donner peut-être pour le garder motivé et continuer à rêver, à se rendre jusque-là où toi, tu t'es rendu dans la Ligue nationale de hockey? Je pense que j'étais tellement focus sur le fait de vouloir justement jouer dans la Ligue nationale. Je regardais tout le temps plus loin. Oui, c'est sûr que si c'était à revivre, j'en profiterais encore plus, vivre le moment présent à chaque match, essayer de revivre ces moments-là, parce que oui, tu les vis, mais ça arrive juste une fois, donc c'est pas mal ça que je dirais, d'essayer de vraiment profiter de ces beaux moments-là. Là. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir, puis bonne fin de saison. Merci beaucoup à vous autres. Notre deuxième émission de la saison qui se termine. On a eu le plaisir d'avoir plusieurs excellents invités cette semaine. La semaine prochaine, on sera avec Philippe Roy de Perfo Élite et Pierre Gervais et Éric Dupont discuteront de bâtons de hockey et des nouvelles tendances pour 2022-2023. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine. Hockey Magazine vous a été présenté par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du hockey. Et par le livre de Pierre Gervais, Au cœur du vestiaire. En vente partout dès le 21 novembre.